Très cher Philippe, je tiens à te remercier de m'avoir invité à animer cette conversation. Ah, je t'ai même pas dit merci. Oh, ça va, c'est correct. Tu m'as remercié par texto, ça le fait. Oui. Aussi, je trouve ça très drôle parce que j'ai déjà recensé ton précédent essai. On a eu un échange aussi il y a de cela à peu près 1 an et quelques mois sur ton essai aussi. Et moi-même qui craignais de devenir quelque peu comme ton Paul de Tarse, bien, je le deviens de plus en plus. Je deviens comme ton commentateur et celui qui propage la bonne nouvelle. Donc, merci pour ce poste. Et je voulais te remercier aussi pour l'envoi de ce livre qui m'a beaucoup stimulé et comme Nicolas l'a précisé aussi, qui s'inscrit dans une certaine tendance en ce moment au Québec. Et moi-même, pour te parler un peu de ma réception, comment je l'ai lu aussi, j'ai lu avec beaucoup de bonheur, j'ai lu avec beaucoup d'étonnement aussi. Oui, tout à fait. Parce que, d'une part, disons, ta thèse, comme tu le sais, comme tu vas probablement le répéter ce soir à moi, devant tout le monde, et aussi au courant de la soirée, tu as essayé de penser aux conditions de possibilité, de résonance, de résistance entre communautés afrodescendantes, principalement soi-disant Canada et Québec, et communautés autochtones, soi-disant Québec et au soi-disant Canada. Or, ça pourrait sembler, entre guillemets, évident pour certaines personnes que les communautés qui ont vécu certaines oppressions devraient dialoguer. Or, comme de fait, l'expérience nous apprend que faire résonner et faire s'entrecroiser des mémoires, c'est un exercice plus difficile par moment qu'il n'y paraît. Et cet enjeu de la connexion entre des mémoires, entre des traditions de personnes qui ont été opprimées ou qui ont vécu différents types d'oppression, c'est quelque chose qui m'apparaît d'autant plus important avec aussi le contexte palestinien auquel nous pensons tous et toutes aussi, qui nous hante, je pense, collectivement aussi, en tout cas pour les personnes qui sont très préoccupées par les enjeux des coloniaux, assurément. Et par rapport à cet enjeu de la connexion, je serais curieux de t'entendre, mais avant, j'aimerais ajouter aussi une deuxième question, commentaire. C'est pour moi-même être passé de façon peu glorieuse, plus jeune, en sociologie. Bref, j'ai délaissé cette discipline pour devenir un heureux doctorant en littérature comparée, si une telle chose est même possible. Et bon, j'ai lu ton livre qui dérive quand même d'une thèse, et je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est une thèse qui a été écrite en sociologie, mais il y a quand même des choses qui me rappellent des études littéraires, parce qu'il y a des choses qui sont spéculatives, qui sont faites avec l'archive coloniale, on y reviendra. Il y a aussi un enjeu de positionnement que tu fais par rapport à un récit autochtone, on y reviendra aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et moi-même, je me suis aussi demandé ensuite comment est-ce que, dans un contexte disciplinaire dont la violence est plus symbolique qu'autre chose, même, ça peut être en partie matériel aussi, comment est-ce que tu as pu formuler, disons, trouver une sorte de méthodologie dans un cadre qui est quand même très restreignant à mon souvenir, parce que en lisant ce livre, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai manqué le bateau, là. J'aurais dû rester, j'aurais dû persévérer dans ce même chemin. Donc, je serais curieux de t'entendre sur ces différentes choses que j'esquisse avec toi. Ben ouais, c'est une bonne question. Je pense que je ne le sais pas encore. En fait, je ne sais pas encore comment ça a passé, là, très honnêtement. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui est arrivé au niveau du jury pour que ça... Plus fort, pardon. Je pense que c'est un heureux concours de circonstances déjà au niveau des personnes qui avaient à évaluer cette thèse-là et à l'accompagner, mais aussi ça coïncide avec un moment, je pense, où la sociologie, la discipline, est un peu jalouse peut-être de ce qui se fait ailleurs et essaie de voir comment ces frontières peuvent éclater, comment les formes aussi peuvent se multiplier. Par exemple, au département de sociologie à l'Université de Montréal, Barbara Thériault travaille sur le feuilleton comme manière de faire de la sociologie. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se faire. Puis je pense que c'est ça. C'était une coïncidence entre cette espèce de décentrement-là et en même temps des personnes qui étaient particulièrement intéressées aux questions finalement que je posais et aux tentatives que j'ai faites. Et en étant intéressé à ces enjeux-là, ces questions-là, bien, inévitablement, la question de la discipline, elle est remise en doute, elle est remise en question parce qu'il n'y a pas de discipline, disons, les disciplines qu'on connaît, il n'y en a pas une qui permet tout à fait d'entrer dans ces discussions-là, puis de questionner ces rapports de pouvoir-là, parce que les disciplines participent de la solidité de toute cette architecture-là de pouvoir. Fait que je pense que les personnes qui évaluaient, qui discutaient, qui ont pensé à partir de la thèse pour le jury, là, j'ai pas d'autres prétentions, juste pour ça, parce que c'était leur job, avaient cette sensibilité-là. Puis ça amène directement à la question des études noires qui jouent sur ce terrain-là, justement, contre la discipline,
avec elle, à travers elle, en excès d'elle. Fait que je pense que c'est, pour répondre à ta question, ce serait ça que je dirais. Autant la sociologie qui tente des choses que les membres du jury, les gens qui m'ont accompagné, qui sont sensibles à ce qui est adisciplinaire, finalement. Oui, mais c'est intéressant que tu parles justement aussi de ces relations-là parce que ça m'amène aussi, et en repassant encore à ton livre, et tu le mentionnes toi-même, et d'autres personnes le mentionnent aussi dans leurs propres ouvrages, et notamment aussi auprès de l'Université de Montréal, pas pour me faire le sponsor, mais juste pour dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui pensent à ça. C'est-à-dire que, certes, il y a cet enjeu disciplinaire, on essaie de s'en déprendre, mais il y a une position qui est aussi étonnante et paradoxale au Québec, et je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est-à-dire que, et tu en parles, tu le mentionnes pendant peut-être 2-3 pages, qu'il y a un enjeu de langue aussi quand même. C'est-à-dire que, autant au Québec, évidemment, on est choyé pour penser quand même à certains enjeux décoloniaux et qu'il y a quand même des échos qui ont déjà été pensés avec d'autres espaces francophones qui ont été colonisés auparavant, évidemment. Mais en même temps, lorsqu'on commence à s'intéresser aux enjeux décoloniaux, force est de constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ailleurs et dans d'autres langues et que le Québec n'accuse pas forcément, c'est pas un enjeu de retard, mais une espèce de décalage, de sa propre dimension, si on veut. D'une certaine manière, cet enjeu de position-là aussi, c'est quelque chose qui semble t'avoir beaucoup travaillé parce que toi-même, tu cites constamment des auteuristes en anglais. Tu évoques aussi des personnes quand même dans d'autres espaces, même si de mémoire, je n'ai pas compilé, je ne suis pas si névrosé, je n'ai pas fait un tableau Excel avec toutes tes citations et tes références, mais je te réfère quand même à d'autres espaces culturels aussi. Et là, je me demandais comment est-ce que tu as essayé de penser, disons, cette relation-là aussi avec d'autres espaces culturels, dans d'autres espaces linguistiques qui sont, règle générale, peu mentionnés ou sinon mentionnés avec peu de bonheur au Québec. Alors, deux choses. C'est vraiment un gros désavantage, puis à quelque part, c'est un avantage immense. C'est un désavantage parce que il y a comme un défrichage à faire, il y a des conversations qui ne peuvent pas avoir lieu. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs. Ça, c'est quelque chose qui... Puis je pense de plus en plus, il y en a, ce qui est super, mais il n'y en a pas beaucoup. Sur ce registre-là, c'est assez négatif. Mais ça tend... Ouais, en fait, non, pas de précision. C'est assez négatif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup de liberté. Je pense pas que j'aurais essayé ces choses-là s'il y avait une tradition plus, disons, établie. Pas de réflexion noire, parce qu'il y a toute la pensée caribéenne au Québec, il y a beaucoup de choses qui se font, mais dans le spectre des études noires, plus spécifiquement, s'il y avait quelque chose de beaucoup plus établi, je pense que la liberté aurait été moins grande. Et je pense que en soi, c'est bien, mais pour la prendre, cette liberté-là, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut aussi lâcher prise sur la question de la maîtrise. C'est-à-dire que ce qui est là-dedans, le but, finalement, c'est que ce soit critiqué, amendé et retravaillé dans d'autres directions. Ça fait qu'il y a quelque chose aussi d'absolument libérateur dans le fait de parler à peu de gens au départ, puis qu'après, les gens disent « ça, c'est un peu de la merde ce que tu viens de faire ». Tu sais, il y a quelque chose d'un peu... Il y a une déprise avec ça. Ça fait que pour ça, je dis, au niveau d'abord des interlocuteurs, des pensées avec lesquelles interagir dans l'espace francophone, soit dit en passant, pas seulement au Québec. La France, c'est aride, peut-être encore plus qu'ici, sauf pour certaines personnes qui, à mon avis, vont dans des directions un peu étranges. Sinon, c'est ça. Donc oui, c'est un peu aride, mais après, ça permet quand même des choses. Puis je pense que le laisser-aller, le lâcher-prise est assez réconfortant aussi. Oui, je pense aussi, oui. Ouais. Oui, puis c'est important que tu parles de se déprendre de la maîtrise parce que, justement, un des segments de ton livre, je veux dire, un chapitre de ton livre, porte explicitement là-dessus et essaye de donner, ça me semble, une méthodologie. Moi-même, quand je l'ai lu, je me disais, mais, wow, comme c'est celui que j'aurais envie le plus de faire lire à des étudiantes si je donnais un cours très vague sur des positionnalités décoloniales parce que tu reviens sur un récit autochtone, celui de Tchakapèche, et en même temps, là où la plupart des gens auraient, des littéraires ou des gens à l'université ou même des journalistes auraient résumé le récit, auraient présenté des données élémentaires par rapport à celui-ci, toi, c'est pas que tu esquives ça, mais en fait, tu évites complètement ce geste-là et ce que tu fais, ce qui m'a vraiment étonné, ce que j'ai trouvé assez comme
intéressant comme geste, c'est qu'à la place, plutôt que d'écrire à nouveau un récit autochtone, d'autant plus un récit d'origine ou un récit de création, pour essayer de t'approcher, de te mettre en écoute pour le recevoir, même si on ne le découvre jamais, on n'entend jamais ce récit-là, au sein même du livre, on est comme invité à aller explorer nous-mêmes qu'est-ce que c'est que ce récit. Toi-même, tu évoques de par ton propre héritage multiple et par rapport à des expériences sensorielles via les arts, via des récits, via aussi des héritages de ta famille, tu parviens à te positionner en position d'écoute, mais en même temps, ce que je trouve, ce qui est bien fait là-dedans, c'est que tu ne t'essentialises pas non plus dans cet héritage-là. C'est-à-dire que tu prends cet héritage pour t'en déprendre aussi d'une certaine manière. Donc, tu ne maîtrises pas non plus ce propre héritage-là et tu ne t'auto-essentialises pas non plus là-dedans, de sorte que ça te permet aussi de recevoir d'une façon ouverte ce récit qu'on n'entend pas non plus. Et je serais très curieux d'entendre comment tu en es arrivé à construire une réflexion comme ça pour recevoir un récit comme ça, parce que sans avoir, Dieu merci, tout lu en ce qui concerne des récits d'origine autochtone, souvent le geste, et je vais même moi-même jeter dans la fosse pour être très transparent, moi-même pour avoir déjà écrit sur un récit d'origine autochtone dans un tout autre contexte, je fais le geste très classique de, disons, restituer les dates, rappeler c'est qui le mec qui a transposé le récit en alphabet latin, toutes ces choses-là et tout et tout. Et bon, ça peut se faire aussi, mais dans ton cas, ton geste, ça permet quand même de se mettre en position de sensibilité. Je ne sais pas, j'étais assez étonné, je serais curieux de t'entendre sur qu'est-ce qui t'a amené à écrire là-dessus sur un récit qu'on ne découvre jamais au fond. C'est comme le récit de ton malaise, mais sans que tu nommes ton malaise aussi, à mon sens. Ouais. OK, ben je vais récapituler un peu. Oui, oui, merci. Alors, une des choses qui est frappante, je pense, puis s'il y a des Africains, des Africaines dans la salle, vous le saurez mieux que moi parce que, bon, moi j'ai ces origines-là, culturellement, c'est sûr que, bon, c'est avec ça que j'ai grandi, mais je n'ai pas vécu en Afrique. Mais il y a une importance à plusieurs endroits assez grande des récits qu'on appellerait ici créateurs, des origines. Et ce qui est frappant, c'est d'arriver ici ou d'entrer en contact avec des récits pareils, finalement, qui ne sont pas pareils, mais qui sont pareils. Donc, dans une intention d'entrer en relation avec les pensées, les esthétiques, les populations autochtones, c'est sûr que c'est une des premières affaires qui vient en tête. Comment ça se fait qu'on explique similairement le début des affaires, grosso modo? Donc, ça, c'est la base de l'idée de ce chapitre-là. Donc, allez lire des récits, allez en écouter aussi. Il y a des versions audio, il y a des moments où ces récits-là sont racontés. Pour me rendre compte d'abord que chacune des versions de Tchagapesh, en l'occurrence, est différente. Me demander, puis là, je vous amène avec moi au tout début là, de ces réflexions-là, pourquoi chacune de ces versions-là est différente? Pourquoi il n'y a pas, tu sais, j'avais le réflexe là, du récit unifié, pourquoi il n'y a pas une seule version de cette affaire-là? Et finalement, arriver à comprendre qu'il n'y a pas de distinction entre le récit lui-même et le moment durant lequel il est raconté et la relation qui se crée entre la personne qui raconte le récit, la personne qui le reçoit. Ça fait autant partie du récit que les mots qui composent le récit eux-mêmes. Donc, à partir de là, comment retranscrire ça dans le contexte d'une thèse, comment travailler à partir d'une des versions du récit, par exemple? Comment la sélectionner? La seule manière de faire ça, ça aurait été d'en essentialiser une, de dire, voici celle que je décide qui, en tout cas dans mon travail devient légitime, et voici donc celle à partir de laquelle je travaille. Il y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, je choisis, moi, complètement de l'extérieur, que cette version-là est bonne. Puis d'autre part, je trahis le processus même de narration parce que je fais de ce récit-là une chose qui peut circuler sans la relation d'écoute et de narration. Jusqu'à là, c'est ça. Bon, OK. Ça marche? OK. Oui, tu es très bon. Alors finalement, l'idée de ce chapitre-là a comme été un peu... ça n'a pas marché parce que je me suis rendu compte de ça. Et c'est devenu un chapitre finalement sur la posture dans laquelle
on peut se mettre, quand on a nos propres récits de la création, pour en écouter d'autres qu'on ne peut pas reproduire nous-mêmes, ne serait-ce qu'à l'écrit. Donc finalement, c'est pas sur Tchakapesh. C'est sur comment l'écouter, comment le recevoir. Et la raison pour laquelle, puis ça, je le dis aussi assez clairement, c'est pas un chapitre qui se lit seul. Dans le fond, ça pointe vers aller entrer en contact finalement avec ces narrations-là et ces moments-là de narration. Ça fait que l'idée, c'était d'abord de penser les narrations ensemble, puis ça s'est transformé en penser l'impossibilité d'extraire la narration de son contexte et donc la nécessité de penser une posture d'écoute. Oui, je vois. Oui, non, mais... Ça répond? Oui, oui, ça répond tout à fait. Et même si ça ne répondait pas, ce serait aussi très bienvenu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi que tu as parlé du fait que c'est une invitation justement à l'écoute, mais même aussi dans d'autres passages aussi du livre, je trouve qu'il y a beaucoup d'invitations pour des gestes à penser, à des gestes à interpréter, parce que un autre point du texte qui m'a aussi beaucoup marqué, que je voyais comme une invitation, même si c'était peut-être pas écrit comme tel en soi dans le texte, c'était par rapport aussi à l'archive coloniale, et notamment celle de Nemo et Cash, c'est-à-dire que même si tu n'es pas historien, et peut-être que c'est peut-être mieux dans ce cas-ci que tu ne sois pas historien, en lisant quelques notes, quelques mots par rapport à des personnes qui se seraient enfuies, tu parviens à trouver, à spéculer sur potentiellement un geste de résistance, ou du moins un geste qui peut parler à notre contemporanéité aussi, et ce faisant, tu invites justement à déprendre l'archive comme de sa propre violence, d'une certaine manière. Tu cherches à trouver là-dedans une façon, c'est très kitsch ce que je veux dire, mais dialoguer en quelque sorte avec ceux et celles qui ont disparu par moment dans l'archive ou que l'histoire fait disparaître aussi dans l'archive. Et ce geste-là, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement fort et j'avais déjà trouvé très, très beau dans ton premier essai, mais dans celui-ci, puisqu'il est autant plus amplifié, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, justement, comment déprendre l'archive coloniale de sa propre violence aussi. Oui, juste de faire une parenthèse là-dessus, ça, c'est l'exemple parfait de, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs, il n'y a personne qui m'a dit « Ah, ça, tu l'as peut-être mal fait », parce que c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup fait dans les espaces anglophones. Parenthèse refermée. L'idée, c'est de dire que si on essaie de considérer, d'appréhender la vie en général des personnes qui subissent de la grande violence et en particulier des personnes qui ont vécu sous l'esclavage, Olivier. J'ai oublié ce que je disais, le bébé m'a dérangé. OK. Si on essaie d'appréhender la vie de ces personnes-là, des personnes qui ont vécu sous l'esclavage et plus généralement des gens qui ont vécu des situations, des contextes de violence d'extrême à très extrême, le seul document finalement auquel on peut avoir accès, c'est l'archive de la dite violence. C'est-à-dire que l'esclavage et les personnes esclaves, ou l'esclavage, ce qu'il fait des personnes esclaves, c'est par exemple l'objet d'une annonce dans un journal pour retrouver un esclave en fuite. C'est un numéro, c'est un chiffre, c'est une énumération sur tel ou tel répertoire sur des bateaux et ainsi de suite. Donc on n'a pas accès à cette vie-là en tant que telle. Puis donc l'idée, et ça vient pas de moi, c'est Saidiya Hartman qui en parle beaucoup, puis j'ai essayé de travailler avec ça, c'est de dire, bon, si l'intention, c'est pas seulement de parler de la violence, parce que c'est un peu, finalement, non seulement lassant, mais aussi peut-être peu utile de poursuivre ad vitam aeternam dans le diagnostic, comment on fait pour penser la vie de ces gens-là, comment ils ont, parce qu'ils ont certainement résisté, comment ils ont résisté à ces violences extrêmes-là. Ce que Hartman dit, c'est qu'il n'y a aucune autre manière que d'essayer de prendre tout ce qu'on peut d'informations dites factuelles. Bon, par exemple, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, si on a une annonce d'esclaves en fuite, on a plusieurs informations. On sait d'où ils partent, on sait parfois où ils ont été vus la dernière fois, on sait c'était quel jour, on sait... Bon, on a un ensemble d'informations. Avec ça, on peut aller sur le deuxième cercle, puis regarder à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait, il y avait combien de personnes dans la ville, et ainsi de suite. Donc, toutes ces infos-là, puis à un certain point, et c'est normal, on accepte qu'on ne les aura pas toutes les informations parce qu'il n'y a aucune trace, sinon circonstancielle souvent. Et Hartman, ce qu'elle nous dit, c'est que ça, c'est la partie
qui nécessite la spéculation, et c'est pas bien ou mal, c'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité pour penser leur vie, mais c'est aussi la seule possibilité pour penser, éventuellement, des projets de résistance qui peuvent avoir été les leurs. Et dans ce contexte-là, si on veut imaginer qu'on peut se référer à un répertoire de choses qui se sont passées avant nous pour résister aujourd'hui, c'est étrange à dire comme ça, mais ça fait tout à fait sens. Il faut spéculer ce que ceux et celles avant nous ont pu tenter. Puis c'est ça que j'essaie de faire dans ce chapitre-là. Et puis là, ça, avec le jury, ça a peut-être été étrange, mais c'est un chapitre absolument spéculatif. Voilà. Oui, puis justement, par rapport à la violence aussi, ça m'amène... Bon, c'est des questions dont on a déjà parlé aussi ensemble, mais justement, quelque chose qui, moi, me hante beaucoup, c'est ces gestes-là de pensée, ces gestes de spéculer et autres, ça met quand même aussi d'affects qui sont suscités par la relation à l'archive, à ses ancêtres, qu'on peut s'imaginer aussi, et que souvent, lorsqu'on lit sur l'archive et sa violence, lorsqu'on lit l'archive même et qu'on réalise l'ampleur du désastre, la disparition autre, ce n'est pas sans susciter quand même une position affective. Comme moi, dans mon cas, c'était énormément de colère initialement. Et qu'à un moment, j'ai essayé de me déprendre de ce colère-là parce que, d'une certaine manière, ça orientait aussi mon interprétation. C'est comme je voulais rencontrer la violence à nouveau. À chaque fois que je lisais un texte, je voulais retrouver cette violence-là, comme lui donner rendez-vous un peu dans l'analyse. Et dans ton cas, pour toi qui as quand même réfléchi de façon très sérieuse à ces possibilités de rencontres entre personnes qui ont connu ou qui ont hérité d'un récit violent, je me demande comment est-ce que tu t'es situé comme affectivement aussi par rapport à ça. Puisque c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas lire, recevoir, penser la violence coloniale sans quand même ressentir, quand même, je pense, comme soit une colère, soit une mélancolie, soit comme quelque chose qui est quand même, qui demande de se situer. J'aime ça, cette question-là, parce que il y a plusieurs différences entre la thèse et le livre, mais la plus grande, c'est que il n'y a pas de violence dans le livre. C'est-à-dire, tous les chapitres qui ont été écrits sur la violence, sur l'esclavage, sur la colonisation, ne se retrouvent pas dans le livre. Et le choix, par ailleurs, je veux dire que la violence se retrouve partout quand même, parce que c'est faux de dire que quand on parle de ces résistances-là, la violence n'est pas partout en filigrane, mais elle ne se retrouve pas telle qu'elle, comme l'objet même d'un chapitre, par exemple. Et pour moi, je pense que d'abord, la relation à ça, ça en a été une de... probablement d'angoisse et ainsi de suite, tous les sentiments négatifs là, et synonymes qu'on veut associer à ça, mais rapidement, dans mon cas, ça a beaucoup plus été « sortons du diagnostic ». On dirait que ça ne m'intéresse pas tant de disséquer. L'autopsie, elle peut être importante. Je ne dis pas du tout que c'est ça. Je pense que la majorité des projets, l'essentiel des projets critiques émergent d'une compréhension fine de ce qui précède et de ce qui est. Mais je ne pense pas que c'est le travail sur lequel moi je veux me concentrer. Je ne pense pas peut-être que j'ai les nerfs pour ça. Je ne sais pas. C'est pas nécessairement théorisé, là, mon rapport à tout ça. C'est peut-être juste que je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut nécessairement, ni l'envie, par ailleurs. Donc, et puis j'en parle un petit peu à la toute fin du livre. L'effet aussi, là, si on quitte le moment de faire de la recherche sur la violence, puis on entre dans celui de lire sur la violence, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement libidinal qu'on vient stimuler chez les gens, parce que la violence, on ne se l'avouera pas. Il n'y a personne ici qui va dire « j'adore lire sur l'esclavage et la violence extrême » ou encore sur la colonisation et ainsi de suite. Mais on a un rapport, malgré nous, de désir à tout ça. Et c'est précisément la chose que je ne voulais pas nécessairement stimuler. Donc, je ne sais pas si ça réussit, ça c'est à vous de me le dire, mais il n'y a pas ce moment-là qui tend à donner, disons, en spectacle, à spectaculariser la violence pour dire à quel point elle a été intense. Il n'y a pas ce moment-là. En ce sens-là, le parcours n'est pas celui classique de dire « voici le problème, voici la solution ». C'est de dire « je pense que quiconque va ouvrir ce livre-là, je pense, peut-être pas, en tout cas, je souhaite que cette personne-là a au moins une petite idée du fait que le racisme existe et que le colonialisme, c'est pas bon. » Tu sais,
Fait que si on s'entend là-dessus, je pense pas que c'est utile de le répéter. En tout cas, c'est peut-être pas mon travail à moi. Oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que, puis là, je vais vraiment entrer dans du textuel, mais puisque j'avais déjà lu une partie de ta thèse auparavant et que j'ai aussi lu ton essai auparavant, tu as quand même ajouté quelque chose au tout début qui est un avant-propos, si je me souviens bien, où c'est pas une scène d'origine, mais tu évoques quand même une scène d'exposition au racisme que tu as vraisemblablement vécu beaucoup plus jeune et qui, quand même, semble tenir lieu d'un motif original, quelque chose qui aurait pu orienter ou quelque chose qui t'aurait quand même hanté comme réflexion sur le racisme, même si, évidemment, comme type de violence, c'est peut-être pas la même. Disons que c'est la continuité, c'est comme une suite de celle que tu décris dans d'autres chapitres. Mais je serais quand même curieux d'entendre pourquoi est-ce que tu t'es permis ensuite quand même d'exposer cette scène-là qui t'a permis de comprendre que des fois, tu n'aurais pas toujours ta place, justement. Et que d'une certaine manière, ça te donnait aussi une place de ne pas en avoir aussi. Ben, je trouve... Ouais. Je sais pas comment répondre. Je pense que c'était... Je pense que malgré l'idée, enfin, de pas nécessairement ressasser la violence, il y avait quand même, peut-être pas une exigence, peut-être que j'exagère, mais une certaine nécessité à situer précisément ce besoin-là de l'autrement. Je pense que c'est plus dans cette perspective-là. Ok, d'accord. Ouais, moins que... Ouais, grosso modo, là, je vais vous mettre dans le coup. C'est juste... l'avant-propos, je dis, il s'est passé un truc au secondaire. Bon, j'en parle. C'est pas en soi... Ben, c'est pas grave en soi. C'est-à-dire, ma vie n'a pas été en danger. C'est pas quelque chose d'absolument horrible et machin. Mais ça crée... Peut-être plus en y repensant que sur le moment. Puis ça aussi, tu sais, j'essaie de réfléchir avec ça, avec la distance temporelle, mais je pense que ça encapsule assez bien le moment de se dire, c'est compris que ces idées-là, cette place-là, cette présence-là, en l'occurrence, la présence racisée, plus précisément noire, la présence colonisée, ainsi de suite, est une non-présence ou une présence spectrale, ou une présence qui n'a pas tout à fait sa place. Ça prend 1 page et demie dans le livre de dire ça, c'est fait. Et c'est la raison pour laquelle l'idée, c'est de la créer la place, puis donc créer des possibilités. Il me semble que c'est la fonction de cette section-là. Oui, d'accord. Très bien. Oui, non, je peux tout à fait le voir comme une façon de se situer. Puis, en termes aussi d'enjeux de positionnalité ou autre, un autre truc auquel j'aimerais quand même... ce que j'aimerais bien t'entendre aussi, puisque comme on le mentionnait au tout début aussi, avec les plumes ou autres, une tentative, disons, de faire place... Faire des choses bizarres. Oui, faire des choses bizarres, aussi de faire place à des spéculations, on va dire, décoloniales et autres, mais... Et quand même, le mot décolonial apparaît quand même aussi dans le... je ne vais pas dire le sous-titre, mais le deuxième titre, si on veut. Mais quand même, au fil de l'ouvrage, le mot décolonial, justement, n'apparaît presque... Enfin, je n'ai pas compté quand même, mais n'apparaît pas très, très souvent. Et certes, on pourrait dire, vaut mieux quand même montrer que de pointer constamment que c'est décolonial, que c'est mieux quand même de performer dans la critique des pratiques décoloniales que plutôt pointer que c'est constamment décolonial ce qu'on est en train de faire. Mais justement, je serais quand même curieux de t'entendre comme, désormais que tu es quand même rendu professeur, tu enseignes quand même des contenus que j'imagine, même si j'ai jamais été dans des classes, que j'imagine diffusent quand même des idées décoloniales, des sensibilités décoloniales. Et j'aimerais bien t'entendre justement aussi sur ce rapport-là à ce mot-là, sur son usage, non, sur son abondance aussi qu'on peut entendre, puisque souvent, ce que j'ai pu constater dans des contextes plus, disons, universitaires ou autres, je pense peut-être plus à des professeurs, il y a une tentative de faire très, très attention avec le mot, en sachant qu'il y a une exigence, il y a quand même une éthique avec le mot, qu'il faut faire très, très attention quand même à sa récupération par l'institution et au fait que le terme peut être complètement coopté par des formulaires, par des gestionnaires ou autres, de sorte que je serais curieux de t'entendre un peu sur cette relation même au mot décolonial, son exigence aussi. Oui, c'est vrai, maintenant, on a de la finance décoloniale, on a oui. des trusts décoloniaux. J'ai pas remarqué que je l'utilisais pas beaucoup. Oui, j'ai pas souligné, mais comme... C'est intéressant. Je sais pas, peut-être que pour moi, je sais pas, je réfléchis en parlant. Décolonial, pour moi, à plusieurs égards,
c'est à anticolonial ce que Sud global est à tiers-monde. Je pense que c'est une affaire peut-être de moment. Euh, euh, je, je sais pas si... Je pense qu'il y a peut-être... OK, je vais essayer quelque chose. Il y a peut-être une nécessité à revenir avec le mot quand on rentre peu dans la substance de ce que ça peut vouloir signifier. Mais le livre est au complet, c'est-à-dire à moitié, mais au complet sur les relations entre les approches politiques, les esthétiques politiques, les cultures politiques noires et autochtones. Ça veut dire que, mettons, disons que c'est 200 pages, il y a 100 pages sur le dit décolonial. Peut-être que c'est intéressant, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai peut-être pas eu l'impulsion de le redire alors que je rentre sur un 20 pages avec Audra Simpson. Oui, bien sûr. Donc, c'est peut-être ça. Oui, d'accord. J'ai pas de réponse satisfaisante. Non, mais c'est très bien. Je préfère les réponses qui ne sont pas satisfaisantes non plus. Mais si je pose la question, c'est simplement parce que je pense que c'est quelque chose quand même auquel beaucoup d'intellectuels doivent quand même réfléchir aussi, que comment mobiliser ce mot-là en sachant très bien que celui-ci peut entrer, disons, en phase symbolique, le plus on l'utilise, et plus il semble éloigné quand même d'une effectivité quand même dans le réel aussi. Ouais, mais c'est ça. Puis ça, c'est peut-être... je suis content de ne pas l'avoir utilisé tant que ça. Il y aura moins de clips puis de citations à aller tirer qui pourront être neutralisées après. Là. Oui, ça c'est très bien. Oui, c'est très très bien. Et je sais pas. Oui, et mon cher Philippe, je me demande, est-ce que tu voudrais prendre peut-être, est-ce que tu voudrais qu'on ouvre la conversation peut-être au public aussi, puisque même si le livre vient tout juste de paraître, beaucoup de gens quand même te connaissent et te lisent depuis un moment, de sorte que je suis certain qu'il y a des questions, des interrogations, des commentaires qui peuvent venir de la part du public. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez parler. Vous êtes plein, c'est le fun. Ouais, oui. Bon, moi, j'aimerais savoir pourquoi improviser. Ah. Pourquoi? Pourquoi pas? Improviser. Pourquoi improviser? Pourquoi improviser dans le sens pourquoi on improviserait ou pourquoi improviser, c'est le titre du livre? Non. Peut-être les deux. Ah. Oui, oui. Oui, ça se recoupe quand même, je pense. Alors, le premier chapitre, c'est un chapitre dans lequel je présente, disons, la méthode de mise en relation que je vais proposer dans la suite du livre. Okay. Comment, finalement, je parviendrai, ou en tout cas, je tenterai de faire entrer en dialogue les perspectives noires et les perspectives autochtones. Donc, ça commence... c'est un chapitre qui est probablement le plus théorique. Mes excuses. Mais ça commence donc avec cette idée-là que les approches politiques, les esthétiques noires et ainsi de suite, leur intention, c'est de transformer ce qui est pour faire ce qui pourrait être. C'est très aristotélicien, là. C'est l'idée de la poétique, grosso modo. La poétique étant faire à partir de ce qui est, ce qui pourrait être. Donc, transformer l'ici et maintenant pour ce qui pourrait exister autrement. Puis en partant de là, le parcours que je propose, c'est de me rendre chez Audre Lorde, qui, elle, envisage cette question-là de la poétique nécessairement dans la relation. Vous voyez où je m'en vais. Édouard Glissant aussi pense à partir de la relation. On ne peut pas créer ce qui pourrait être sans une considération pour la relation. Donc, c'est grosso modo ça, jusqu'au moment où la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on considère, comment est-ce qu'on appréhende la chose qui pourrait être, ce qui serait créé. Puis ça, ben, c'est la portion, pour moi, qui est risquée et volontairement risquée. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire ça devrait aboutir sur un programme, par exemple. Donc, ça... Jusqu'à ce point-là, c'est ce qui se passe. Et c'est ici qu'intervient l'improvisation. Encore une fois, dans le répertoire des pratiques noires, autant et surtout, en fait, comme c'est, disons, repris du jazz, comme cette idée-là de travailler à partir de quelque chose qui existe
pour en faire autre chose, c'est-à-dire de repenser l'antériorité pour ce qui peut s'en venir. C'est-à-dire que l'improvisation, ça prévoit, par exemple, pour le dire super simplement, de savoir comment l'instrument fonctionne, comment X et Y, mais au moment où elle se passe, de trahir finalement l'antériorité. Oh. Pour le dire comme ça. Ouais. Mais après, sinon, je veux pas tout dire. Non. Non, monsieur. Non, mais c'est assez. Pour commencer. Oui, il ne faut pas divulgacher quand même. Ouais, c'est ça. Quoique. Oui. Est-ce que d'autres personnes voudraient improviser? Oui, je vois on peut commencer là et ensuite. Oui. Le livre est publié dans une maison universitaire. J'aimerais que tu nous parles de la place des études noires à l'université. Christian. Quand est-ce que j'en ai parlé? Ton livre suppose un changement de forme. Est-ce que les études noires devraient aussi supposer un changement de forme, que ce soit dans les modes d'apprentissage, dans les modes de production, ou peut-être penser autrement? Ou est-ce qu'on devrait avoir justement un pluralisme, par exemple, c'est-à-dire des études plus classiques? Déjà qu'on en est, ça serait déjà pas si mal. Ouais, OK. Alors, je vais répondre de deux manières. La première peut-être plus politique, puis la seconde plus stratégique, ce qui est politique par ailleurs, mais enfin. Je pense que les études noires, le projet des études noires comme critique de la modernité et de plusieurs des choses que la modernité prévoit, notamment sa manière d'organiser le savoir, bien honnêtement, je pense que ça n'a rien à faire dans les universités. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ça a tout à faire dans les universités parce que je pense que ça vaut la peine que ces espaces-là soient, peu importe la foi qu'on a en eux, que ce soit des espaces où matériellement ces pensées-là peuvent se développer. Donc, disons, si tout était parfait dans le meilleur des mondes, je dirais, faisons ça à l'extérieur des universités. Faisons ça à l'extérieur des espaces physiques, symboliques et ainsi de suite, qui produisent précisément ce contre quoi les études noires existent, écrivent, esthétisent et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, je ne pense pas que c'est ni réaliste ni particulièrement utile dans la mesure où, à toute fin pratique, il n'y aura peut-être pas d'études noires sans matériellement ces ressources-là. Donc, je pense que c'est une relation tendue, mais pour moi, ça prévoit quand même que d'être à l'intérieur des universités implique une relation infidèle à cette institution-là, puis pas infidèle dans le sens, disons, ingrate ou méchante, ainsi de suite, plus infidèle dans le sens, voici les outils dont l'institution dispose et voici comment elle organise ces outils-là. Il y en a qui sont utiles, il y en a plein. Moi, il y a plusieurs choses dans les disciplines, disons, plus classiques qui sont tout à fait utiles, dans la mienne notamment. Oui. Donc, je pense que quand j'imagine une infidélité, c'est plus de dire soyons-y sans aspiration institutionnelle grande, sans faire confiance à cette institution-là, mais profitons de ce qu'elle peut offrir. Et à mon avis, ça veut dire aussi que c'est pas très grave la forme que ça prendra. Si c'est logé au département, par exemple, peu importe, que ce soit en anthropologie ou que ce soit en travail social, pour moi, ça a peu d'incidence dans la mesure où si l'intégrité du projet transdisciplinaire, adisciplinaire, contre la discipline à plusieurs moments est respectée, je ne vois pas l'intérêt de jouer le jeu de se demander ce qui serait la meilleure forme pour une pensée qui prévoit l'absence de cette forme-là et de ces contraintes-là selon les paramètres des disciplines ou des savoirs disciplinaires. Fait que ça pourrait être... vraiment, ça pourrait être au HEC, puis ça ne me dérangerait pas. C'est noté. Genre. Il y avait aussi une question, c'était prêt.
au fond de la salle. Oui. En fait, ça fait une belle transition dans ma question. Donc, vu que tu as décidé d'évoluer encore, écrire un livre disciplinaire, si tu appelles de tes vœux qu'il soit descendu, est-ce que ça serait peut-être peut-être pas un projet, mais en tout cas une invitation épistémologique. C'est un gros mot, là. Ouais. Mais, qui vient en fait repenser aussi les catégories. Si je pense par exemple à la critique qu'Arendt fait de l'historicisme de l'histoire scientifique ou ce qui est considéré comme la matière de l'histoire, la matière du récit, ce sont des faits tels que conçus de manière très restreinte. Et si ensuite je pense à, si je demande à ma grand-mère c'est quoi l'histoire de ma famille, elle peut aller jusqu'au 16e siècle. Mhm. Mais si je fais le parcours de la discipline généalogique, et là peut-être ça s'arrête à la colonisation parce qu'il y a eu des inventions de noms de famille, des torsions et tout, qui font que parce que ça ne cadrait pas avec la bureaucratie française qui peine déjà à cadrer quand même. Et en fait, ça fait qu'il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a pas de fait que je pourrais utiliser pour faire preuve de. Donc en fait, c'est ça, si on reprend un peu la critique d'Arendt sur l'objectivité, sur les faits, que la légende, quelque part, contient autant de vérité, sinon plus de vérité que les faits en eux-mêmes. Est-ce que tu t'inscris un peu dans cette ligne-là? Cette pensée-là? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que je dirais oui si tu l'avais formulé sans aspiration à la vérité. En le sens que je pense qu'il y a... je suis pas prêt à dire que c'est des équivalences parce que je pense pas qu'il faut faire des équivalences nécessairement. Je pense que ces discours-là ont une valeur, mais je pense pas nécessairement que, en tout cas dans mon intention à moi, c'est ni de savoir à quel point ils sont égaux par rapport à l'objectif que serait la vérité. Mais pas non plus, évidemment, de les hiérarchiser de telle sorte que par exemple, ne serait-ce que l'histoire orale. Puis d'ailleurs, moi, je trouve ça super, mais qu'aujourd'hui, ça devienne une donnée béton, or qu'on a très, très, très longtemps négligé pas mal de traditions orales. Enfin, bon, ça, c'était pas nécessaire. Je pense pas que la question, c'est l'équivalence. Je pense que la question, c'est peut-être plutôt le projet qui doit changer de direction. En le sens que si ton intention, c'est d'aller vers la vérité ou quelque chose qui s'y approche, je pense que tu as effectivement plus de chances d'y arriver avec les outils disciplinaires, les méthodologies à la limite quanti et ainsi de suite, pour la simple et bonne raison que l'idée même de la vérité provient du même endroit finalement. Ça fait que pour moi, il y a une cohérence à ce niveau-là, puis je ne crois pas que un récit de la création prétend à ce même type de vérité-là. Oui, juste... Par exemple, ouais. De vérité un peu au sens ouvert du terme. Ouais. Et quand on dit que la légende a peut-être plus de vérité que le fait, là-dedans, dans la légende, c'est embelli, c'est... Mais ça nous dit autant, peut-être. Hein? Ça nous dit peut-être autant. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait, je pense que oui. Mais ça nous dit peut-être d'autres choses, en fait. C'est ça, ça nous parle pas de la même... Peut-être même pas du même objet, en fait. Et je pense qu'il y avait une dernière question ici. Oui. En fait, moi, ma question est basée sur l'avant-dernière question. Donc, je m'excuse pour le... Ben non. Mais en fait, en tant qu'étudiant en études noires, c'est une question qui m'intéresse énormément, la place des études noires au sein des institutions, au sein des universités. Et peut-être c'est ma formation un peu plus afro-pessimiste de la chose, mais moi, je me questionne sur la capacité d'une institution, notamment au Québec, au Canada, des institutions nommées pour des personnes
qui ont des personnes qui ont réduit les gens en esclavage, ces institutions qui sont basées dans une suprématie blanche, dans un capitalisme ultra-violent, dans un désir d'activement de fonder multiples génocides, dont mes propres universités, dont l'Université de Montréal sont complices. Je me demande, est-ce qu'il y a de la place pour... I guess la question est moins est-ce que les études noires ont sa place dans les universités, mais plutôt est-ce que l'université est en mesure de s'adapter aux besoins qui seraient nécessaires pour que les études noires existent dans son sphère d'influence. Ouais. C'est vraiment... je ne sais pas si j'ai une bonne réponse, parce que les études noires, partout où elles existent, elles ont toujours été en tension avec l'université, tant au sens politique, au sens très concret des relations institutionnelles et administratives. Puis dans le contexte du Québec, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile à réfléchir. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai une bonne réponse. Par contre, j'aurais tendance à dire, c'est pas est-ce que oui ou non les études noires ont leur place dans les universités. Moi, j'aurais tendance à l'envisager plus de l'ordre de... Parce que, puis ça, j'y tiens, il y a des études noires qui se font à l'université déjà. Donc, la question n'est pas tant de savoir oui ou non, c'est de savoir qu'est-ce qui n'ont pas tant, ou pas du tout pour accommoder l'institution ou les institutions, mais plus pour le bien de ces recherches-là, dans ces directions-là. Qu'est-ce qui est, disons, une relation avantageuse? Qu'est-ce qui permet à la fois d'avoir, de correspondre? Moi, j'essaie de ne pas le voir nécessairement. C'est pour ça que je parle. J'ai dit à la blague, mais c'est même pas tant une blague, là, HEC. C'est-à-dire que si c'est un espace dans lequel, ben, je sais pas, il y a un espace à la bibliothèque qui est réservé pour la conservation d'archives, il y en a un autre pour telle collection, ensuite, ben, je sais pas, ils ouvrent 3 postes, ensuite, blablabla. Que ce soit la HEC ou ailleurs, à mon avis, je sais pas qu'est-ce que ça change réellement, dans la mesure où, pour moi, il n'y a pas d'études noires qui peuvent se réclamer de ce nom-là sans, en elles-mêmes, être critiques de l'institution dans laquelle elles vont se trouver. Ça fait que c'est pas très grave où elles vont être. Elles vont être insolentes quand même, et si elles ne le sont pas, ben, je pense qu'elles ne servent pas à grand-chose. Très belle réponse, Philippe. Est-ce que... Oui, il y aurait... Ça suffit? Non, Non, ça va? J'ai une question, mais ben oui. Je ne sais pas c'est quoi la fin de ma question, mais si, exemple, ou peut-être c'est ça le propos de ton livre, mais si le but des études noires, c'est pas de produire une vérité ou de revisiter les vérités qui ont été faites, sont des faits historiques, ça serait quoi l'intention? Ah, ben oui. Oui. Oui, c'est une bonne question. Il faut finir avec ça. Pour moi, c'est... je pense qu'on a beaucoup de projets critiques qui dissèquent, qui analysent, qui nous disent finalement ce qui ne va pas. Je pense qu'une bonne partie des études noires s'affaire à ça aussi. Puis je ne veux pas non plus rentrer dans des espèces de définitions qui seraient fermées. Non, pour moi, c'est ma compréhension des études noires. Je pense qu'il y a des gens qui font ça différemment, et puis c'est tout à fait correct. Ma compréhension de ce projet-là, c'est qu'il suggère d'aller avec une certaine prétention, c'est sûr, au-delà de l'exercice critique et de penser précisément dans l'espace transformateur, dans ce qui peut être transformé. Et ça, pour moi, et ça, c'est pas nécessairement les études noires, mais tantôt le projet d'Afro-pessimiste a été mentionné. Pour moi, ce que ça prévoit, c'est d'être assez sceptique et critique des transformations qui sont apportées à ce monde-ci, dans la mesure où le but, finalement, c'est d'en créer un autre. C'est un peu comme ça que je l'envisage. Puis pas, je veux dire, ça sonne un peu...
je sais pas là, comment dire. Ça peut sonner étrange dit comme ça, mais l'idée, c'est plus de dire de sortir des paramètres qui ont permis ce qu'on est en train de voir se déployer à petite et à grande échelle, à commencer par la traite transatlantique et en terminant avec les massacres génocidaires à Gaza, de sortir des paramètres qui permettent ça. Je pense, pour moi, c'est comme ça que je comprends le projet, en tous les cas. C'est d'aller vers l'avant. Ouais, mais d'aller vers l'avant au fond, l'idée, c'est de prendre tout ce que tu peux avant de tout brûler, ensuite tout brûler, puis ensuite, avec les outils que tu as, repenser à autre chose. C'est une très belle promesse. Mais c'est ça, enfin... Parce que de toute façon, il faut spéculer. Ben oui, il n'y aura pas, je pense pas que ça... Quiconque vous dit comment ça va se passer est un charlatan, là. Tu sais, voici le processus pour arriver à mettre fin à X et à construire une autre affaire. C'est pas vrai, cette personne vous ment, là. Fait que je pense que c'est spéculatif, c'est sûr. Mais quand je dis Mais- spéculatif, c'est pour revenir au fait que tu disais que vu qu'on n'a pas assez d'informations, il faut spéculer. C'est ni mal ni bien. Mhm. Spéculer. Tout à fait. Du passé aussi. Mais c'était dans le contexte du passé. OK. Mais du futur aussi, c'est sûr. Super aussi. Mais on aura l'occasion. Parfait. de- Oui, Philippe, est-ce que c'est bon? On est prêt à continuer la conversation peut-être autour d'un verre et des verres d'eau aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre attention. Merci beaucoup et félicitations, Philippe.